Bonsoir tout le monde. On va commencer le vendredi rouge. Donc merci d'être venu. Je sais qu'il fait beau, vous avez d'autres choses à faire, mais c'est très gentil. Parce qu'aujourd'hui, on a une invitée, donc Aurore Coquelin, qui vient de Paris pour nous parler du mouvement féministe et des enjeux contemporains du mouvement féministe en France, mais aussi en Europe et à l'échelle internationale. Donc Aurore, je la connais depuis presque 10 ans maintenant. Elle est maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris 1, spécialisée sur les questions de genre, si je ne me trompe pas. Elle est militante aussi au nouveau parti anticapitaliste en France, en région parisienne. Et elle est autrice notamment d'un livre qui s'appelle La Révolution féministe. Donc c'est aujourd'hui autour de ce livre et, voilà, qui a été publié en 2019 aux éditions Amsterdam, dont elle va parler, mais aussi avec une mise en perspective contemporaine autour des questions de l'histoire du mouvement féministe, des enjeux théoriques et des enjeux aussi stratégiques autour de ces questions et pourquoi le féminisme aujourd'hui est important dans notre combat pour transformer la société. Et on a vu ça justement dans les 2 dernières semaines ici au Luxembourg autour de la question du foot et du jeu de foot qui a été recruté alors qu'il avait été condamné pour violence conjugale. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Et je ne vais pas monopoliser plus la parole. Donc Aurore, c'est à toi. Merci beaucoup et merci d'être là ce soir. Je suis très contente personnellement d'être ici. Donc l'idée dans l'heure qui va venir, c'est d'abord que je fasse une courte introduction parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir le temps des discussions. Donc je commencerai un peu par revenir rapidement sur quelle analyse on peut faire de la situation du point de vue féministe, pour ensuite développer un peu quelle conception théorique féministe on peut défendre, et enfin conclure un peu sur les questionnements stratégiques, et ce qui m'amènera aussi à vous poser la question de comment ça se passe féministement ici, parce que l'idée c'est toujours que ce soit un échange. Donc je commence doucement, et puis après j'espère qu'on aura vraiment le temps d'une discussion et qu'il ne soit pas forcément sous la forme question-réponse, mais vraiment un échange. Donc déjà pour commencer un peu sur la situation féministe à l'heure actuelle, je pense que la première chose à rappeler, c'est qu'on est toujours dans une période de mobilisation féministe internationale d'une puissance très importante. En fait, cette année, en 2025, on fête les 10 ans du début d'un renouveau féministe d'ampleur, puisqu'en 2015, il y a exactement 10 ans, naissait le mouvement Ni Una Menos en Argentine. Pas une morte de plus, pas une femme en moins, autour de la lutte contre les féminicides. Et ce mouvement qui est parti au départ de la question des féminicides a ensuite embrasé toute l'Amérique latine, a fait tache d'huile et a conduit à une grande mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles en général, puis autour de la mobilisation pour la légalisation du droit à l'avortement. Donc on fête cette année ces 10 ans-là, et en 10 ans, le mouvement, loin d'avoir pris fin, en fait, on a vu qu'il a continué à se développer au-delà des frontières de l'Amérique latine, notamment aux États-Unis, en Europe, avec le mouvement MeToo, dans lequel on est toujours aujourd'hui, puisqu'il y a toujours des nouveaux MeToo dans les différents secteurs de la société. Donc on est toujours dans cette dynamique qui se poursuit. Et aussi, et je ne sais pas dans quelle mesure ça a aussi touché le Luxembourg, et ça m'intéresserait d'avoir vos retours, avec la construction de la grève féministe pour le 8 mars, là aussi à l'initiative de Ni Una Menos en Argentine, qui à partir de 2017 a appelé l'ensemble des pays à l'international à se saisir de la date du 8 mars, la journée pour les droits des femmes et des minorités de genre, pour faire grève et pour visibiliser la mobilisation féministe. Donc ce mouvement, il a remporté des victoires. Je pense que c'est très important de le rappeler.
Notamment, le droit à l'avortement, il a été arraché en Argentine, au Mexique, en Colombie, donc ça a été un mouvement d'ampleur. Et il a aussi apporté beaucoup de choses à la réflexion féministe, je dirais, en général, à une large échelle. Juste quelques petits points, parce que c'est souvent connu, mais c'est bon de le rappeler. D'abord, il a démontré que la question des violences sexistes et sexuelles, c'était une question qui n'était pas une question personnelle, une question qui touchait à la marge quelques personnes, mais que c'était un enjeu structurel qui traversait l'ensemble de la société et qui se posait à la fois pour les femmes et les minorités de genre, mais aussi pour toutes les minorités, pour toutes les personnes minorisées, pour les LGBT, pour les enfants, enfin qui a posé cette question des violences sexistes et sexuelles dans notre organisation sociale très très globalement, en démontrant le caractère systémique de ces violences sexistes et sexuelles via l'usage des réseaux sociaux, le fait d'utiliser les témoignages et les témoignages qui s'accumulent et qui s'accumulent, qui montrent en fait leur nombre, et via aussi l'affichage dans les rues des féminicides et leur comptabilisation. Donc tout ça, c'était dans un but de visibilisation du caractère systémique des violences sexistes et sexuelles. L'autre aspect qui est intéressant, à mon avis, dans cette mobilisation, c'est que les mobilisations contre les VSS s'en sont pris d'abord et premièrement aux puissants, en montrant qu'ils jouissaient d'un véritable passe-droit social, des producteurs, des acteurs. MeToo a commencé autour de Weinstein. Et ça va quand même très fortement contre le discours de nos gouvernements actuels qui ont tendance à stigmatiser unilatéralement les hommes des classes populaires et ou racisés comme étant les principaux producteurs de violences, alors que les violences sont transclasses et qu'en fait, plus on jouit d'une impunité sociale, plus on est en mesure de commettre des violences. Donc ça, c'est un autre aspect, il me semble, qui fait la force du mouvement. Et puis le dernier aspect, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler, parce que c'est quand même un peu la ligne de ma présentation, c'est d'avoir remis au goût du jour l'arme de la grève, mais en même temps en la modifiant, en se l'appropriant, en mettant en avant une grève féministe qui soit à la fois une grève du travail salarié, mais aussi une grève de toutes les assignations de genre, et donc en remettant au goût du jour cette arme phare traditionnelle du mouvement ouvrier, mais dans sa version féministe. Bref, tout ça pour dire que quand on parle de la situation féministe aujourd'hui, il faut rappeler qu'on est toujours dans cette période-là. On est toujours dans ce qu'on pourrait appeler une 4e vague du féminisme, et c'était un peu le point de départ de mon livre « La révolution féministe en 2019 », c'était de dire on est dans le début d'une mobilisation féministe internationale d'ampleur, il faut en prendre la mesure, et du coup il faut qu'on commence à discuter stratégie pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'arracher un maximum de choses à la faveur de ces mobilisations féministes internationales. Dans le même temps, en 10 ans, forcément, il s'est passé beaucoup de choses, et lorsqu'on dépeint la situation internationale, ce serait difficile de ne pas évoquer un autre élément qui malgré tout est présent, et qui est le développement aussi sans précédent malheureusement d'une internationale d'extrême droite qui a pris le pouvoir dans de nombreux pays et qui en menace d'autres. Moi je viens de Paris, donc en France on a un peu les yeux rivés sur les prochaines présidentielles en 2027 où l'enjeu va se poser très concrètement de potentiellement l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Or, l'extrême droite, elle a un discours très très fort, cette extrême droite internationale, sur la question du genre et des sexualités. Au point que certaines militantes féministes, comme Veronica Gago, une militante féministe argentine, théoricienne, défend l'idée qu'il s'agit vraiment d'un backlash de l'extrême droite face à la mobilisation du mouvement féministe, que ce n'est pas un hasard que Milei prenne le pouvoir en Argentine, qui a été de fait l'épicentre des mobilisations féministes internationales des 10 dernières années. Et de la même façon, on pourrait citer les politiques internationales terribles, réactionnaires du point de vue du genre et transphobes, qui sont menées soit avec les reculs en Angleterre, soit, et ça a été beaucoup visibilisé, et je pense que vous en aviez parlé dans le dernier Vendredi rouge, avec la reprise du pouvoir de Trump et les décrets anti-trans qu'il a fait passer immédiatement après sa prise de pouvoir, mais aussi la
fin des financements des recherches publiques et l'interdiction d'utiliser certains mots comme les termes de genre, race, écologie, changement climatique, discrimination, enfin bref, des choses qui nous paraissent aberrantes, mais on voit bien que il y a quelque chose de central qui se joue là autour de la question du genre et des sexualités. Donc il y a quelque chose qui relève effectivement du backlash, du retour de bâton face à un mouvement féministe qui a été très fort ces dernières années, ça c'est indéniable. Il y a quelque chose aussi qui tient de l'ordre de l'orchestration de panique morale afin de consolider ce bloc d'extrême droite. Ça permet d'inquiéter les gens, de les mobiliser autour de ces fantasmes et de ces fausses paniques morales, certes. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond aussi à analyser sur cette force du discours d'extrême droite sur la question du genre et des sexualités. Et pour l'analyser jusqu'au bout, je vais passer à ma deuxième partie qui va être plus sur la question de comment comprendre finalement l'existence de la domination des femmes et des minorités de genre pour en venir justement à l'extrême droite. Donc c'est un détour mais qui va avoir sa logique, vous allez voir. Et ça me fait du coup parler un peu d'autre chose. On a parlé de la situation. Maintenant, comment est-ce qu'on analyse le fait que malgré les combats féministes depuis fort longtemps, il y a toujours une domination patriarcale. Souvent dans le mouvement social, on peut entendre deux positions sur la compréhension de l'existence dans le système capitaliste et néolibéral de l'oppression des femmes et des minorités de genre. Ça vous est peut-être déjà arrivé de discuter avec des militants qui vous ont tenu par exemple comme position de dire finalement le capitalisme il est indifférent à la domination de genre, il est aveugle aux oppressions. Son mouvement naturel en quelque sorte c'est d'aller vers l'abolition des oppressions et les oppressions que ce soit le patriarcat, le racisme, voilà, toutes ces oppressions-là ce seraient des sortes de survivances d'un temps passé qui seraient amenées progressivement à disparaître. Bon, cette position, je ne la partage pas du tout. Il y a plein d'objections qui peuvent être faites. La première étant que depuis des siècles que le capitalisme existe, pour autant, les oppressions n'ont pas disparu. Au contraire, on connaît des périodes où il y a des accélérations de certaines oppressions. À l'heure actuelle, la montée du racisme et de l'islamophobie le symptomatise quand même très bien. Donc on n'est pas du tout vers une sorte de marche vers le progrès, pas du tout. Et en plus, tous les acquis concernant les droits des femmes, des minorités de genre, les droits antiracistes, etc., ont toujours été en réalité le fruit de mobilisation des principaux et principales concernés, du mouvement social, et non nullement été donné de bonne grâce par le système capitaliste. Ça a toujours été une question de rapport de force. Donc dans l'analyse de comment s'articule capitalisme et patriarcat, l'hypothèse d'un capitalisme qui serait indifférent au genre ne tient pas, selon moi en tout cas. Deuxième variante un peu de cette vision-là, qui n'est pas exactement la même, mais qu'on entend aussi beaucoup, c'est l'idée que le capitalisme maintiendrait effectivement les oppressions qui lui préexisteraient, mais uniquement en ayant comme fonction de diviser les travailleurs et les travailleuses. Alors, il ne s'agit pas ici de dire que les oppressions ne divisent pas les travailleurs et les travailleuses, mais de dire que ce n'est pas leur seule fonction. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait comprendre le fait que les divisions de genre, de race, de sexualité, en fait, traversent l'ensemble des classes sociales et en réalité traversent l'ensemble de la société. On voit que c'est quelque chose qui est extrêmement structurant à l'échelle de l'ensemble de nos sociétés. Donc c'est difficile de tomber dans cette idée d'une lecture où il s'agirait uniquement d'une instrumentalisation très précise pour affaiblir les travailleurs et les travailleuses. Même si ça a aussi cet effet, je ne le nie pas. Mais on ne peut pas avoir une lecture qui n'en reste qu'à là. Et du coup, moi, la lecture que je défendais dans le livre, et une lecture qui est défendue de plus en plus par des féministes, c'est cette idée que, certes, le patriarcat il préexistait au capitalisme, il n'a pas surgi tout d'un coup avec le développement du capitalisme, mais même s'il lui préexistait, il joue un rôle central dans le fonctionnement capitaliste actuel. Dans la tradition marxiste, on a beaucoup étudié la façon dont le capitalisme exploitait les travailleurs et les travailleuses.
notamment dans la façon dont chacun, chacune, on ne possède que notre force de travail, qu'on vend entre guillemets librement sur le marché en échange d'un salaire, et que c'est le fruit de notre travail qui produit non seulement les marchandises, mais aussi les profits capitalistes. La théorie que je défends, la théorie qu'on appelle théorie de la reproduction sociale, le féminisme marxiste, il apporte une nouvelle grille d'analyse à cette analyse-là, en disant, et là je reprends les mots d'une théoricienne qui s'appelle Titi Bhattacharya, elle dit oui c'est vrai, les travailleurs et les travailleuses produisent les marchandises pour le capitalisme, mais la question qui se pose alors c'est qui produit les travailleurs et les travailleuses. En fait, en essayant d'un peu de retourner en arrière, avant même l'entrée sur le marché, avant même le travail, qui est-ce qui va produire les travailleurs et les travailleuses? Qu'est-ce qui va produire cette capacité à travailler, cette force de travail qui est si centrale pour le système capitaliste? Et la réponse qu'apportent les féministes marxistes, avec évidemment la force de toutes les élaborations de la théorie féministe, c'est de dire, et vous vous en doutez, que c'est les femmes et les minorités de genre. Les femmes et les minorités de genre sont dominées dans le système, elles sont dominées dans le système capitaliste parce qu'elles produisent et reproduisent en permanence les travailleurs et les travailleuses, la force de travail, la capacité à travailler. Cette chose si centrale pour faire fonctionner en fait le système capitaliste, parce que sans travailleurs et sans travailleuses, sans main-d'œuvre, il ne peut plus fonctionner. Et donc ce travail spécifique des femmes et des minorités de genre, on peut l'appeler travail reproductif. Il produit et reproduit la force de travail, à la fois à l'échelle intergénérationnelle, puisque en fait, les travailleurs et les travailleuses sont mortels, et donc il va s'agir, à travers les générations, qu'il y ait toujours de nouveaux travailleurs et de nouvelles travailleuses pour venir alimenter le système. Donc il va s'agir de tout le travail de production, d'éducation des enfants, qui est généralement assigné aux femmes. Et puis il y a aussi une dimension qui est plus une dimension quotidienne. À la fin de la journée de travail, il va s'agir là aussi de reproduire la force de travail pour que chacun, chacune soit disponible le lendemain pour retourner au boulot. Donc il va s'agir de fournir un espace privé qui soit agréable, nettoyé, rangé. Il va s'agir de fournir un repas, il va s'agir de fournir des vêtements qui ont été lavés, repassés, etc. Bref, là on est dans vraiment une reproduction de la force de travail quotidienne, et là aussi, le plus souvent, c'est les femmes et les minorités de genre qui effectuent ce type de tâches. Donc dans cette théorie-là, on voit bien qu'il y a une dimension centrale de l'oppression des femmes et des minorités de genre pour le fonctionnement capitaliste. Il y a une nécessité en permanence que ce travail reproductif-là soit effectué par les femmes et les minorités de genre afin que le système fonctionne. Ça ne veut pas dire que l'organisation de cette production et de cette reproduction de la force de travail, elle a toujours été organisée de la même façon en fonction des périodes. Et ça ne veut pas dire, par ailleurs, qu'on produit et qu'on reproduit la force de travail uniquement dans le cadre familial, même si c'est un espace central de production de ce type de travail. Ce que la théorie de la reproduction sociale montre, c'est qu'en fait, il y a un peu 3 grands espaces où il va s'agir de produire et reproduire la force de travail. Bien sûr, il y a le cadre familial qui est central, mais il y a aussi, du fait des mobilisations féministes, du fait des mobilisations du mouvement social, des luttes sociales de ces dernières années, de ces dernières dizaines d'années, voire demi-siècle, eu une forme de mutualisation de toute une partie du travail reproductif, notamment via le développement de services publics, de l'éducation, de la santé, où là, il ne va plus s'agir de prendre en charge la reproduction de la force de travail dans le cadre familial, mais vraiment de le mutualiser. Et c'est pour ça que, malgré tout, on constate le maintien d'une grande féminisation de ce type d'emploi dans la santé, dans l'éducation, dans tous les métiers du care, parce qu'il y a une sorte de continuum. On est toujours dans l'assignation aux femmes à ce type de travail. Néanmoins, il sort de l'espace du foyer et il est mutualisé dans ce cadre-là. À noter aussi qu'il est en partie racisé dans ce cadre-là, et c'est un point qui est important. Le travail reproductif aussi est en partie racisé. Il n'y a pas qu'un effet de genre, et il faut souligner cet effet-là aussi. Mais il y a une dernière mutation et un dernier espace du travail reproductif qui est lié en fait au développement du capitalisme néolibéral,
avec la destruction des services publics, on va se développer également de plus en plus des services à la personne qui, eux, sont payants et qui, là aussi, vont proposer une prise en charge du travail reproductif, sauf qu'au lieu qu'ils soient mutualisés, ils vont être mis sur le marché et aussi de plus en plus, par ailleurs, uberisés, on pourra revenir là-dessus. Et là, la dimension raciale, elle est particulièrement forte. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que j'ai fait ce long détour théorique? Bon, évidemment, c'est pour discuter des liens entre capitalisme et patriarcat et pour montrer que vraiment on est face à quelque chose qui est consubstantiel, que les deux sont vraiment intimement imbriqués. Mais c'est aussi pour comprendre jusqu'au bout le discours, et j'en reviens sur mes pieds, de l'extrême droite autour de la question du genre et des sexualités. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, beaucoup de féministes marxistes analysent que dans la crise multiforme que prend le capitalisme, crise économique, crise sanitaire, crise écologique, je ne développe pas plus, c'est des choses que je pense que vous avez en tête, crise géopolitique, enfin, bref, on est dans une crise multiforme. Il y a aussi une crise spécifique, qui est une crise de la reproduction sociale. Parce que précisément, on est face à un néolibéralisme qui détruit les services publics, qui fait que du coup, on n'a plus de prise en charge efficace de la santé, de l'éducation, etc. Qu'on est face à un néolibéralisme qui va mettre sur le marché de plus en plus la reproduction sociale, mais que du coup, tout le monde ne peut pas se payer. Et que donc, toute une partie de la reproduction sociale retombe à la charge des travailleurs, et spécifiquement, évidemment, des travailleuses, mais dans un contexte où, par ailleurs, du fait du néolibéralisme, on est de plus en plus exploité au travail, on a de moins en moins de temps pour s'occuper de la régénération de notre propre force de travail, et donc on en vient à une forme de crise de la reproduction sociale qui parfois peut s'exprimer de façon très très forte, par exemple pendant la crise du Covid. Mais bon, comme je vais essayer d'aller à l'essentiel, je ne vais pas me lancer sur la question du Covid. Face à cette crise de la reproduction sociale, il y a différentes réponses. Et l'extrême droite, en fait, a un programme pour répondre à la crise de la reproduction sociale. C'est un peu un programme double. C'est deux pistes que défend en réalité l'extrême droite. D'un côté, il va s'agir de poursuivre en réalité la politique néolibérale actuelle dans un versant encore plus autoritaire et dans une dimension encore plus identitaire. Donc ce que propose l'extrême droite, c'est de continuer la casse des services publics. Simplement, elle promet de réserver ce qui restera de services publics à une fraction de la population spécifique, c'est-à-dire aux classes moyennes blanches. C'est ce que le sociologue français que vous connaissez peut-être, Félicien Faury, qui a travaillé sur le vote RN en France, appelle une forme de protectionnisme reproductif. On va laisser l'accès à ce qui restera des services publics, donc pas grand-chose, à juste une toute petite fraction de la population blanche des classes moyennes. Donc ça, c'est une partie de la politique sur la reproduction sociale que propose l'extrême droite. Mais il y a aussi une autre partie, qui est celle qui est la plus évidente et qui vient en tête immédiatement quand on pense à l'extrême droite et qui est quelque chose de très assumé et de très classique. C'est vraiment de recentrer la reproduction sociale sur la famille, de relocaliser la reproduction sociale sur les épaules des femmes et des minorités de genre, de les ramener au foyer, de leur faire assumer pour l'ensemble du système cette reproduction sociale-là. Et c'est ce qui nous explique quand même en définitive pourquoi l'extrême droite développe un discours aussi fort sur le genre et les sexualités. C'est pas uniquement pour des raisons de backlash, même si aussi. C'est pas uniquement pour faire des paniques morales, même si aussi. C'est aussi tout simplement parce que c'est une idéologie au service de son programme pour la reproduction sociale. C'est une façon de redessiner ce fantasme qui n'a jamais existé d'une famille hétérosexuelle monogame autour d'un papa et d'une maman, d'un homme et d'une femme, avec une division genrée du travail très très nette entre l'homme pourvoyeur du salaire et la femme qui va accomplir les tâches reproductives. Donc, voilà un peu comment on peut comprendre ce discours de l'extrême droite. À noter, et c'est important, que le mouvement féministe, au contraire, a un programme radicalement opposé, évidemment, à celui de l'extrême droite, où il va s'agir d'aller en fait à contresens de ce que fait le néolibéralisme et du programme de l'extrême droite, au contraire, en continuant à avoir une critique de la famille,
au moins dans sa dimension économique, déjà en rappelant que la famille, c'est un lieu central des violences sexistes et sexuelles, ce qui est important dans notre vague du féminisme actuel, et puis en défendant une déconstruction, une destruction de la famille comme une unité économique où s'effectue ce travail reproductif-là, et au contraire en défendant l'idée que cette première mutualisation du travail reproductif qui a été effectuée via les services publics, en fait, doit se poursuivre. On doit avoir davantage de financement des services publics pour qu'ils puissent reprendre leur fonctionnement optimal, mais en plus, ces services publics, ils doivent continuer à s'étendre. La mutualisation, elle doit continuer à s'étendre. La socialisation des tâches reproductives, elle doit continuer à s'étendre. Par exemple, en développant systématiquement des crèches sur les lieux de travail, des cantines collectives dans les espaces de vie, en mutualisant à l'échelle des logements, par exemple, tous les appareils électroménagers, et en faisant tourner les tâches. Bref, tout ça, c'est des pistes pour essayer de socialiser ces tâches reproductives. Si bien qu'en fait, si on va jusqu'au bout de l'analyse de la situation politique à l'heure actuelle, on voit qu'on est face à une situation qui est extrêmement polarisée, et notamment sur la question du genre et des sexualités, avec l'extrême droite qui a un discours affiché et des politiques très claires sur la question, mais de l'autre côté, un mouvement féministe qui est non moins fort et qui organise en partie la riposte, notamment par exemple en Argentine, en organisant récemment une grande manifestation féministe et LGBT contre Milei, ou alors aux États-Unis, en essayant d'organiser pour les États où le droit à l'avortement n'est plus possible, des convois de femmes sur les réseaux sociaux pour leur permettre d'avorter dans les États où c'est encore possible, ou au Canada. Et puis même plus récemment, alors là c'est pas que sur les questions féministes, mais aussi antiracistes et sociales, on a tous et toutes en tête la résistance qui a lieu en ce moment à Los Angeles. Donc on voit qu'on est dans une situation extrêmement, extrêmement polarisée, qui d'ailleurs se retrouve aussi dans les études qui peuvent être faites sur le sujet du genre et des sexualités. Récemment en France, en janvier, est sorti un rapport autour de ces questions-là qui était de façon significative intitulé « À l'heure de la polarisation ». Et ce que montrait ce rapport, c'est que de plus en plus, en particulier chez les jeunes, les femmes sont de plus en plus féministes et les hommes de plus en plus masculinistes. Et c'est tout particulièrement vrai chez les plus jeunes. Donc cette polarisation, elle est sensible, y compris, je veux dire, dans des enquêtes scientifiques quantitatives. Donc, toute la question, et je terminerai là, je n'ai pas trop vu pour le temps, bon, il me reste encore un peu de temps, c'est la question un peu des perspectives stratégiques face à cette situation polarisée-là. Dans la mesure où le mouvement féministe international a conservé une force d'importance depuis ces 10 dernières années, évidemment qu'il a une responsabilité tout particulièrement grande dans la riposte face à l'extrême droite. Donc, il doit essayer d'organiser de la façon la plus unitaire possible avec le reste du mouvement social, des collectifs de lutte contre l'extrême droite, des manifestations contre l'extrême droite. Et les prochains 8 mars, il y a un enjeu aussi à lutter, à faire de ces 8 mars ou ces journées internationales de mobilisation féministe ou LGBTI, vraiment les mettre aux couleurs de la lutte contre l'extrême droite. Comme c'est le cas en France d'ailleurs autour de la Pride, avec une affiche qui d'ailleurs a créé toute une nouvelle panique morale, mais bon, peu importe. En tout cas, ces mobilisations-là doivent vraiment être le fer de lance de la lutte unitaire contre l'extrême droite. Ça, c'est une de nos tâches. Une autre de nos tâches qui me semble d'importance, c'est de faire le plus possible le lien avec, dans cette lutte-là et au-delà, de faire le lien entre mouvement féministe et mouvement social, mouvement syndical, mouvement ouvrier en général. Et je terminerai peut-être là-dessus avec une anecdote en contexte français, mais qui me semble vraiment d'importance, sur la nécessité de continuer à construire cette convergence des luttes qui, en fait, est encore loin d'être acquise. En 2023, donc il y a 2 ans, on a connu en France une immense mobilisation contre la réforme des retraites, qui était menée par l'ensemble des syndicats autour d'une intersyndicale
très coordonnée et qui a appelé à des grandes journées de mobilisation. On a atteint des millions de personnes dans la rue à de multiples reprises. La réforme était rejetée par l'immense majorité de la population. Encore aujourd'hui, c'est le cas. Enfin, c'était une réforme très minoritaire et très mal vue par l'ensemble de la population. Et ça a été le dernier grand mouvement social en France depuis, à une échelle aussi nationale. À un moment, néanmoins, on s'est posé la question de comment augmenter le rapport de force. Parce que malgré des manifestations à 3 millions, 4 millions de personnes dans la rue, le gouvernement ne reculait pas. Donc un des enjeux du mouvement à ce moment-là, c'était de réussir à faire partir la mobilisation en reconductible, c'est-à-dire de ne pas juste avoir des mobilisations hebdomadaires autour d'une date, mais vraiment se mobiliser une journée, continuer le lendemain, et donc aussi, et c'était un peu une des difficultés, vraiment poser la question de la grève à ce moment-là, parce que si les manifestations étaient massives, le mouvement de grève était plus faible, et ça posait du coup une difficulté supplémentaire. Mais bon, si on partait en reconductible, évidemment, ça impliquait un mouvement de grève plus conséquent parce qu'il fallait tenir sur la durée, donc forcément, on ne pouvait pas continuer à aller au boulot comme avant. Bref. Et donc, l'intersyndicale a appelé à une mobilisation pour le 7 mars. Et a appelé, du coup, conjointement à ce que chacun et chacune s'empare du 8 mars également comme une journée de mobilisation de l'ensemble du mouvement. Avec cette idée que 7 et 8 mars, bon, ça se succède et qu'on allait partir en reconductible à ce moment-là et qu'on pouvait compter sur la force du mouvement féministe pour un peu servir de locomotive pour l'ensemble du mouvement social. Et ça a été vraiment l'espérance très forte du mouvement féministe et de, je pense, toute une partie du mouvement social. Mais force a été de constater que entre le 7 et le 8 mars, en termes de mobilisation numérique, on est passé de 3,5 millions, si je ne me trompe pas, à 150 000 personnes. Donc il y a eu un effondrement des mobilisations entre le 7 et le 8. Et du coup, ça n'a pas donné lieu à la reconductible et on n'a pas réussi à passer ce cap en termes de rapport de force et de mobilisation. Mais tout ça pour dire que je pense que ce que montrent ces chiffres et les échos que j'ai pu avoir par ailleurs en discutant dans des présentations comme ça à des niveaux locaux, c'est que pour toute une partie malgré tout du mouvement syndicaliste, il y a encore un enjeu à convaincre sur les questions féministes. Et que ça, c'est un enjeu non seulement vital, parce que on l'a vu si on suit l'analyse jusqu'au bout, que le système capitaliste, il est de façon intrinsèque capitaliste et patriarcal. Donc quand on lutte contre ce mouvement, contre ce système, il faut lutter sur ces deux dimensions. Mais en plus, on voit que dans des questions très pratiques, très stratégiques, du mouvement social en général, le fait de ne pas être convaincu des questions féministes, ça peut jouer y compris un rôle de dévastateur, comme ça a été le cas au moment de cette mobilisation, parce que du coup, c'est quand même ça qui a de fait été un frein. Alors, ce n'était pas la seule raison, évidemment, mais ça a constitué un des freins à ce qu'on passe un cap en termes de mobilisation. Donc, cette construction de la convergence des luttes entre mouvement ouvrier, mouvement syndical, mouvement social d'un côté, peu importe comment on l'appelle, et mouvement féministe, demeure vraiment toujours à construire encore aujourd'hui, et notamment autour de la grève féministe pour le 8 mars. Et du coup, comme je pense que j'ai fait 35 minutes, je pense que je peux m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et je serai très heureuse d'avoir des retours sur la situation du coup au Luxembourg en termes de lutte féministe et un peu justement de lien avec les autres mobilisations sociales. Voilà.